Je n'ai jamais vraiment connu le frère de ma grand-mère. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'était un homme excentrique qui vivait sur la colline. Mes grands-parents vivaient dans la réserve Navarro, non loin du Chacowash et à proximité du Biz Die Wilderness. Le frère de ma grand-mère vivait à quelques kilomètres au nord de la maison de mes grands-parents. Sa maison, qui ressemblait plutôt à une cabane, était située à la périphérie des Badlands. Quand nous étions petits, on nous avait appris à ne pas nous approcher des Badlands, parce qu'elles étaient maléfiques. Je n'ai jamais posé la question de savoir ce qu'il y avait de mal dans cet endroit, j'ai simplement accepté le fait que je ne devais pas être là-bas. En grandissant, nous n'allions pas là-bas. C'était interdit. Avec le temps, le frère de ma grand-mère est mort. C'était une mort étrange. Il était mort dans sa maison. Il venait de temps en temps rendre visite à mes grands-parents, mais il n'était plus là depuis quelques jours, ce qui était étrange. Mon oncle aîné est allé chez le frère de ma grand-mère. Il a découvert qu'il était mort dans sa maison. Je dis que c'était une mort étrange parce qu'il y a eu des funérailles immédiates sans que la famille ne sache qu'il était décédé. Traditionnellement, les Navajo parlants organisent les funérailles le 4e jour du décès de la personne. Je me suis souvenu que je n'étais jamais allé chez lui. Et je voulais voir à quoi elle ressemblait à l'intérieur, avant que sa maison ne soit démolie. Ma grand-mère avait demandé que la maison soit démolie et que tout ce qui restait soit brûlé. J'ai pu me faufiler jusqu'à la maison et j'ai regardé à l'intérieur. Je me sentais bizarre dans cette maison. C'était un bâtiment d'une seule pièce qui ressemblait à un hangar. Les planches utilisées pour les murs étaient vieilles, délavées et décolorées par le soleil. Les planches ne s'emboîtaient pas bien les unes dans les autres, ce qui permettait à la lumière du soleil de pénétrer dans la pièce. On pouvait clairement voir la lumière du soleil à travers la poussière qui flottait dans la pièce. Son lit était petit, comme un lit jumeau en métal à ressort, avec une couverture militaire en laine verte recouvrant le matelas. Les murs étaient très peu décorés, mais principalement de vieux outils de tonte et des couteaux, mais pas de photos. Il y avait aussi un vieux poêle à bois et une table à peine assez grande pour jouer aux cartes. Enfin, 2 caisses se trouvaient à l'extrémité de la maison. La première caisse était en bois et contenait ses vêtements. L'autre était en métal et fermait à clé. J'ai quitté la maison et je me suis souvenu qu'elle donnait sur les Badlands à l'ouest. Plusieurs années s'étaient écoulées et mon oncle aîné avait décidé de construire la maison de ses rêves à l'endroit même où vivait le frère de ma grand-mère. Ma grand-mère s'était inquiétée de l'emplacement et avait supplié son fils de ne pas construire à cet endroit, mais mon oncle avait insisté pour qu'il le fasse. La maison qu'il a conçue était une maison de plein pied, de style ranch, qui devait disposer de tous les équipements modernes dont ne disposeront pas les maisons des réserves. Mon oncle a engagé un entrepreneur qui a fait venir son équipe pour commencer la construction de la maison. Ils ont commencé à défricher le terrain et à préparer les fondations, puis ils ont commencé à construire la maison. Pendant la construction de la maison, les entrepreneurs ont apporté leur matériel et l'ont entreposé dans la maison. Mon oncle avait installé une clôture en fil de fer barbelé qui s'étendait bien au-delà du périmètre de la maison. Pendant la construction de la maison, les entrepreneurs constataient que leurs outils avaient disparu ou qu'ils avaient été déplacés à d'autres endroits de la maison. Les entrepreneurs disaient à mon oncle qu'ils voyaient des ombres à l'intérieur de la maison. Un matin, ils ont trouvé du sang à l'intérieur du mur de la maison et les entrepreneurs ont commencé à exprimer leur inquiétude quant aux événements qui s'étaient produits. Ils avaient trouvé d'étranges traces dans le sable autour de la maison. Ces traces venaient de l'ouest, en direction des Badlands. Mon oncle ne connaissait pas ces traces. Bien qu'il soit un chasseur passionné et qu'il soit très bien formé à l'identification des traces et des animaux, il n'a pas réussi à identifier les traces. Il a demandé l'aide de mon grand-père, donc mon père qui est venu examiner les traces. Immédiatement, il était parti et a amené ma grand-mère sur les traces. À ce moment-là, les entrepreneurs avaient tous décidé de partir parce qu'ils avaient peur de ce qui les dérangeait. Ma grand-mère savait déjà ce qui était venu à la maison. C'était un marcheur de peau. Elle a dit à mon oncle ce qu'il fallait faire et il a notifié aux entrepreneurs de cesser toute activité et qu'ils seraient rappelés lorsque le problème serait résolu.
Je me souviens que mon grand-père a ratissé le sol et s'est débarrassé des traces en laissant une série d'empreintes sous un seau de 5 gallons. J'étais curieux de savoir pourquoi il avait laissé un seul jeu d'empreintes et j'ai demandé à mon grand-père pourquoi il l'avait laissé. Il m'a répondu que ma grand-mère devait s'occuper du problème. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin d'un seul jeu d'empreintes, mais ce n'est que lorsque j'ai eu l'âge de rassembler les pièces du puzzle que j'ai compris que ma grand-mère avait utilisé sa médecine traditionnelle pour jeter la malédiction sur le marcheur de peau. Je me souviens vaguement qu'elle avait utilisé les traces pour placer une blessure sur le marcheur de peau afin de pouvoir identifier qui venait dans la maison. Lorsqu'elle était en mesure d'identifier le skinwalker en remarquant qu'il boitait sous sa forme humaine, elle l'affrontait et mettait éventuellement fin à son skinwalking. Je ne sais pas si elle a pu identifier la personne, mais les événements à la maison ont continué. Après quelques semaines, les entrepreneurs sont revenus à la maison et ont continué à travailler. Ils voyaient toujours des ombres et des outils se déplacer et disparaître, mais il s'agissait plutôt d'une gêne. Mon oncle voulait avoir l'eau courante dans sa nouvelle maison. Il a donc creusé une citerne souterraine. Il voulait toutes les commodités d'une maison moderne de l'époque. Les maisons équipées d'eau courante, d'électricité, de chauffage et de climatisation intérieure étaient un luxe dans la réserve. Alors que mon oncle enterrait le réservoir d'eau souterrain, il a ouvert le couvercle de remplissage et a regardé à l'intérieur. Ce qu'il a vu l'a effrayé au point qu'il est tombé à la renverse et a crié. Il s'est éloigné de la citerne en courant, et tous les entrepreneurs sont venus voir ce qui se passait. Mon oncle a dit aux ouvriers que le réservoir était rempli de centaines de serpents. Les serpents étaient tous à l'intérieur du réservoir et rampaient. L'un des ouvriers s'est approché et a regardé à l'intérieur, mais il n'a rien vu, pas un seul serpent. Lorsque mon oncle est retourné à l'intérieur, il n'a vu qu'un réservoir vide. Il était désemparé et commençait à s'inquiéter de ce qui se passait dans sa nouvelle maison de rêve. Il était au courant de tous les événements étranges qui s'étaient là produits dans cette maison et commençait à s'inquiéter et à s'engourdir à cause de ces événements. Les hommes n'arrêtèrent pas de dire à mon oncle qu'ils voyaient une ombre se déplacer dans la maison et qu'il y avait des points froids dans la maison. Mon oncle s'excusait et leur disait qu'il voyait des choses et que l'isolation gardait la maison fraîche. Il n'acceptait pas qu'il y ait des événements paranormaux dans la maison. Plusieurs semaines ont encore passé et la maison a finalement été achevée. Mes cousins avaient déjà revendiqué les pièces qu'ils voulaient et mon oncle avait entièrement meublé la maison car elle se trouvait dans la réserve Navajo et n'avait pas d'électricité. Mon oncle avait installé un générateur fonctionnant au diesel et disposant de son propre bâtiment à côté. J'étais ravi de voir la maison terminée et j'ai demandé si je pouvais y passer la nuit. Mon oncle m'a répondu que mon cousin et moi pouvions passer la nuit ici. Je me suis souvenu que la fille aînée de mon oncle, mon cousin et moi étions tous excités et nous avons tous décidé de rester dans le salon et de regarder la télévision par satellite. Mon oncle avait également installé une radio dans le salon pour que nous puissions parler à mes grands-parents en bas de la colline. Je me souviens que nous ne trouvions rien d'amusant à regarder, alors nous avons décidé de regarder des vidéos enregistrées sur notre magnétoscope. J'imagine qu'il était environ 22 heures. Le générateur s'est éteint et il n'y a plus d'électricité. Ma cousine a dit qu'elle irait voir le générateur et le remettrait en marche. Mon autre cousin et moi sommes restés près de la porte avec une lampe de poche. Nous l'avons regardé marcher environ 15 mètres jusqu'à la maison du générateur et je me souviens que c'était étrangement silencieux. J'étais habitué à ce que le bruit du générateur brise le silence. Le générateur s'est remis en marche. Nous sommes tous rentrés dans la maison et avons allumé la télévision et le magnétoscope. Je dirais que c'est environ 15 à 20 minutes plus tard que le générateur s'est éteint. Il faisait à nouveau nuit noire dans la maison. Ma cousine a pris une lampe de poche et nous a dit de rester à l'intérieur de la maison et qu'elle allait faire redémarrer le générateur. Elle est sortie et a fermé la porte derrière elle. J'ai pris la radio et j'ai commencé à appeler mes grands-parents en bas de la colline. Je n'ai pas réussi à appeler mes grands-parents, mais nous avons pu contacter des chauffeurs de camions qui circulaient sur la Grande Route la plus proche, l'autoroute C6. Le courant a été rétabli, le lumière sont allumées et la télévision a affiché son image et avec des bruits gris statiques qui ne provenaient pas d'un signal. Ma cousine est revenue et on aurait dit que quelque chose n'allait pas.
Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a répondu que la dernière fois que le générateur s'était déclenché, la clé était éteinte. Cette fois-ci, la clé était à nouveau éteinte, mais elle a fermé la porte de la maison du générateur et l'a verrouillée. Elle a trouvé la porte déverrouillée et la clé du générateur à nouveau éteinte. Elle a pris la radio CB et a de nouveau appelé mes grands-parents. Toujours pas de réponse. Je me souviens qu'elle a reçu une réponse, mais c'était celle d'un chauffeur de camion sur l'autoroute. Je dirais que l'électricité est restée allumée pendant encore 10 minutes avant de s'éteindre à nouveau. Ma cousine s'est assurée que la porte était fermée à clé. Elle est allée dans la chambre de son père et a pris un fusil. À ce moment-là, mon autre cousin et moi avons eu peur. Nous ne savions pas ce qu'il y avait dehors et pourquoi cela nous dérangeait. Nous voulions juste que cela s'arrête et je voulais retourner chez mes grands-parents. Mon autre cousin avait suggéré que nous prenions tous une lampe de poche dans le fusil et que nous fassions les 3 kilomètres qui nous séparèrent de la maison de mes grands-parents. Mon cousin plus âgé a dit que nous devrions rester blottis dans la maison et attendre le matin pour aller chez mes grands-parents. Nous entendions des grattements sur les portes et des coups sur les fenêtres. À d'autres moments, nous entendions quelqu'un ou quelque chose marcher sur le toit de la maison. J'ai demandé à mon grand cousin si nous devions nous enfermer dans la salle de bain. C'est alors que j'ai entendu la voix de mon grand-père sur les haut-parleurs. Cela nous a fait très peur et nous étions très contents de l'entendre. Mon autre cousin a raconté à mon grand-père ce qui se passait et il nous a dit de rester dans la salle de bain et de fermer la porte à clé. Il nous a dit de guetter son camion jusqu'à ce qu'il klaxonne 3 fois. Bon, c'est alors que nous saurons qu'il faut sortir et monter dans le camion. J'ai passé les 10 minutes les plus longues de ma vie. On aurait dit que ce qui était dehors savait que nous étions dans la salle de bains. Il fait des bruits de swords juste au-dessus de nos status. Puis nous l'avons entendu éloigner comme il s'était enfui. C'est alors que j'ai entendu le plus biais des sons, le grondement d'un moteur V8. Je savais que mon grand-père était là. Nous avons écouté le klaxon, mais tout ce que nous avons entendu, c'est le moteur du camion qui tournait au ralenti. Nous nous demandions ce qui prenait tant de temps. Nous nous demandions si tout allait bien, nous nous demandions même si nous devions sortir pour aller voir notre grand-père. Finalement, nous avons entendu les 3 coups de klaxon de mon grand-père. Nous sommes sortis précipitamment de la salle de bain et avons couru dehors. Il se tenait devant le camion, phares allumé, avec un fusil à la main. Il nous a dit de nous dépêcher et de monter. Nous avons couru aussi vite que possible et avons sauté dans la cabine du camion. Nous nous sentions enfin soulagés. Nous avons tous demandé pourquoi il avait mis tant de temps à nous appeler. Mon grand-père n'a pas dit pourquoi il avait pris tant de temps, mais il a dit que nous ne devrions plus rester seuls dans cette maison. Quand nous sommes rentrés chez mes grands-parents, il nous a dit d'aller directement au lit. Alors que nous étions tranquillement allongés dans nos lits, j'ai essayé d'écouter la conversation de mon grand-père. Je me souviens d'avoir retenu ma respiration pour être aussi silencieux que possible, me concentrant sur ce qu'il disait en navajo. Mon grand-père m'a dit qu'il savait que c'était une mauvaise idée et que nous n'aurions pas dû rester seuls là-haut. Il avait dit que Yanagoloshi était de nouveau là-haut et il a dit qu'il était sur la maison quand il s'est arrêté. Il a dit que une fois qu'il avait roulé jusqu'ici, il s'était enfui et avait sauté du toit. Mon grand-père a dit à haute voix au skinwalker qu'il avait pris des racines amères et qu'il avait mis de la cendre sur son fusil, et qu'il tirerait sur le skinwalker s'il continuait à harceler sa famille. J'ai entendu ma grand-mère demander si c'était le marcheur de peau aux longues oreilles, et mon grand-père a répondu que oui. Je ne sais pas combien il y avait de marcheurs de la peau dans la région, mais je sais qu'ils venaient de temps en temps. Je me souviens de la lourdeur de l'édredon de ma grand-mère. C'était réconfortant, comme si on nous tenait dans les bras et qu'on nous endormait. Nous avons dormi le reste de la nuit sans avoir peur de ce qu'il y avait dehors. Un soir, mon oncle aîné et sa famille rentraient de la ville. Mon oncle avait 2 filles et de la plus jeune était contrariée de ne pas avoir pu acheter une jouette particulière pendant son séjour en ville. Elle pleurait et faisait une crise parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait. Lorsque la famille est arrivée à la maison, mon oncle, sa femme et la fille aînée sont entrés dans la maison.
Ma jeune cousine ne voulait pas entrer et pleurait toujours parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle préférait passer la nuit dans le camion. Mon oncle lui a répondu que c'était son choix. Elle pouvait rester dehors et pleurer à chaudes larmes. Elle pourrait rentrer à l'intérieur quand elle serait prête. La famille Doe est entrée dans la maison. Ma jeune cousine s'est allongée sur la banquette du camion. Elle n'a pas tardé à s'endormir. Elle dit se souvenir d'avoir vu toutes les étoiles depuis le pare-brise du camion. Ma cousine dit qu'elle a été réveillée par un mouvement soudain du camion. Il a oscillé comme si quelque chose se trouvait dans la caisse du camion. Elle s'est redressée et a pensé que c'était probablement son père qui essayait de lui faire peur. Ce qui se trouvait dans la caisse du camion est monté sur le toit du camion. C'est alors qu'il a jeté un coup d'œil dans la cabine. Elle regardait par le haut du camion à travers le pare-brise supérieur. Ma cousine a décrit une créature pâle aux yeux très sombres. Elle a dit qu'elle avait de grands yeux noirs et qu'elle était d'un blanc grisâtre. Elle avait de minuscules narines et une petite bouche. Elle l'a regardé et elle a crié aussi fort qu'elle le pouvait. Elle a klaxonné et l'animal est rentré dans la cabane. Elle pouvait encore l'entendre bouger alors qu'elle continuait à klaxonner. Mon oncle est finalement sorti pour voir ce qui se passait. Elle lui a raconté ce qu'elle avait vu et mon oncle a regardé autour de lui. Ma cousine est rentrée en courant dans la maison. Maman a dû la réconforter parce qu'elle battait la chamade et pleurait de façon incontrôlée. L'oncle n'a pas trouvé ce qui terrorisait ma cousine et elle n'est plus jamais sortie seule dans le noir. Tous les événements qui s'étaient produits dans la maison avaient été mis sur le compte d'une imagination débordante. Et pourtant, de petits événements se produisent. Des ombres apparaissent de temps en temps, des choses disparaissent et réapparaissent ailleurs. Parfois, on ouvrait l'eau et mon oncle aîné se mettait en colère parce qu'il devait transporter plus d'eau jusqu'au réservoir. Je me souviens que mon oncle rejetait la faute sur ses filles. Elles avaient laissé tous les placards de la cuisine ouverts, même si elles ne le faisaient pas elles-mêmes. L'oncle leur reprochait d'essayer de frayir tout le monde, elles essayaient de faire croire que la maison était hantée. Juste pour pouvoir retourner en ville, ma tante a visité la maison plusieurs fois et elle n'a eu aucune impression. Elle croyait donc que tout ce qui concernait la maison avait été inventé. Ma tante a demandé à ma grand-mère de garder sa fille. Elle avait un rendez-vous ce jour-là. Elle a demandé à garder sa fille chez mon oncle parce qu'il y avait de l'eau chaude et qu'elle pensait qu'elle serait plus à l'aise pour s'en occuper. Ma grand-mère tissait un tapis et elle a insisté pour que ma tante installe le métier à tisser dans la maison afin qu'elle puisse continuer à tisser son tapis. Une fois le métier à tisser installé et ma grand-mère et ma petite-fille installées dans la maison, ma tante s'est rendue à la réception. Ma grand-mère a allumé la radio sur la chaîne KNDN et a commencé à tisser son tapis tout en écoutant sa petite-fille roucouler dans son siège de voiture. Elle progressait sur son tapis, espérant le terminer avant la vente aux enchères de tapis à Crown Point dans quelques semaines. Grand-mère dit avoir entendu un camion s'arrêter et klaxonner 3 fois. Grand-mère est perplexe et ne s'attend pas à recevoir de visiteurs ce jour-là. Elle s'est assise tranquillement et grand-mère s'est levée pour regarder dehors. Elle regarde par la fenêtre avec les rideaux ouverts et ne voit aucune voiture. Elle entendit le klaxon 3 fois de plus. Cette fois-ci, dit-elle, le son provenait du côté nord de la maison. Ma grand-mère s'inquiète de ce que quelqu'un circule autour de la maison et essaye de voler les affaires de mon oncle. Ma grand-mère sort, se dirige vers le côté nord de la maison et ne voit rien. Elle se dirige ensuite vers l'ouest et revient vers le sud, fait le tour de la maison et ne voit aucun signe du camion. Elle rentre dans la maison, s'assied devant le métier à tisser et commence à tisser son tapis. Elle remarque qu'elle n'entend pas sa petite fille faire du bruit. Elle se tourne vers le siège de la voiture. Le bébé n'est plus là. Ma grand-mère panique et cherche frénétiquement le bébé dans le salon. Elle se demande si le camion n'était pas juste une distraction et si quelqu'un n'est pas entré dans la maison pendant qu'elle était sortie. Elle regarde autour d'elle. Ma grand-mère dit qu'elle pleurait de façon hystérique et criait le nom du bébé dans l'espoir de l'entendre pleurer.
Elle regarde le sol à la recherche de traces qui indiqueraient que quelqu'un d'autre était dans la maison. Elle ne trouve aucune trace. Elle commence alors à regarder dans la maison en pleurant et en demandant qu'on lui rende l'enfant, presque comme si elle suppliait la maison de lui rendre son petit enfant. Elle dit s'être mise à genoux et avoir pleuré. C'est alors qu'elle entend un faible cri provenant de l'arrière-boutique. Elle se lève rapidement et court jusqu'à la pièce du fond, qui était la chambre principale, et écoute les pleurs. Elle entend le bébé pleurer depuis le placard. Elle ouvre la porte et voit l'enfant allongé sur le sol. Ma grand-mère prend le bébé dans ses bras et le serre contre sa poitrine tout en quittant rapidement la maison. Elle parcourt les 3 kilomètres qui la séparent de sa maison, tout en continuant à pleurer et à serrer le bébé dans ses bras pendant tout le trajet. Après plusieurs heures, ma tante retourne à la maison et n'y voit personne. Elle est perplexe et s'inquiète de voir que le siège auto est toujours là et que la radio est allumée. Elle se demande ce qui s'est passé et pourquoi sa mère et sa fille n'étaient pas là, surtout en quittant la maison comme elles l'ont fait. Elle se dirige vers la maison de mes grands-parents et remarque qu'il y a des traces de pas sur la route qui mène à la maison de ses parents. Lorsqu'elle arrive chez ses parents, elle trouve sa mère tenant toujours le bébé et gémissant comme si elle pleurait depuis un certain temps. Ma grand-mère commence à lui raconter ce qui leur est arrivé pendant qu'elles étaient à la maison et se promet d'affronter la personne qui a enlevé sa petite fille.